Bonsoir. Merci d'être resté pour ce sujet qui est le dernier de la journée. Et effectivement, c'est un sujet très intéressant. La gouvernance, on n'en parle pas beaucoup, ou on en parle en fin de conférence souvent, alors que une bonne gouvernance peut toujours faire la différence. Il faut le savoir. Et que c'est vrai que dans la tech, on parle beaucoup d'exit, on parle de levée, etc. Mais préalablement à ça, il y a un sujet qui peut structurer une aventure qui marche et la différencier d'une aventure qui s'essouffle, c'est une bonne gouvernance. Donc, une bonne gouvernance, ça permet de plein de choses, aux dirigeants d'avoir un cap et de le garder. Ça permet d'aligner les associés et les différentes parties prenantes. Ça permet d'avoir de la clarté dans la décision, par exemple. Et aujourd'hui, pour en parler, on a 3 profils très complémentaires et ça va être très intéressant. Donc, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Stéphanie. 1, 2. Bonjour à tous. Stéphanie Hillard. Donc moi, je suis directrice d'investissement chez Demeter Investment Manager. Donc j'ai la casquette investisseur aujourd'hui pour ce regard croisé. Quelques mots sur Demeter pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est donc une société d'investissement qui est spécialisée dans la transition écologique. On existe depuis 2005. On fait plein de métiers différents, mais notamment l'investissement dans l'innovation et dans les startups. On a des équipes à Paris, à Bordeaux, à Lyon, en Allemagne et en Espagne. On est aujourd'hui une quarantaine et on gère 1,5 milliard et on est en train de se marier avec une autre société de gestion qui s'appelle Cerea. Et donc, on va devenir Demea Invest dans les mois qui viennent. Félicitations. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Sandrine Poelpré. Je suis cofondatrice de la société Kinat. Alors, s'il y a des Bordelais, on nous connaît beaucoup avec le nom Ecomégo. Voilà, c'est exactement la même entreprise. Kinat, ça fait de la sensibilisation, de la collecte et du recyclage de déchets. Donc, je pense que vous l'avez tous compris, Ecomégo pour les mégots. On fait aussi les EPI, les équipements professionnels individuels, et les chewing-gums. Donc voilà. Bonjour, Jean-Luc Treilloux. Moi, je suis entrepreneur, je suis business angel et je suis aussi board member indépendant. Dans mon aventure entrepreneuriale actuelle, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Happy. On implante des supérettes au fin fond des campagnes là, pour redynamiser les villages. Merci. Et donc moi, je suis Nicolas Bensignor. Je suis dans la tech. Je suis entrepreneur de la tech depuis 25 ans. J'ai monté 4 boîtes. La dernière, c'était un studio de jeux vidéo sur mobile que j'ai vendu il y a 4 ans. Donc je suis sorti en janvier. Je suis également investisseur en tant que business angel dans 22 startups et je suis LP dans 8 fonds d'investissement. Et voilà. Et administrateur indépendant également, membre du Board Project, qui est un collectif d'administrateurs indépendants qui essaye de sensibiliser l'importance de la gouvernance auprès des startups et des jeunes startups. Donc on va commencer peut-être par définir ce que c'est que la gouvernance. Est-ce que tu veux nous éclairer du côté investisseur ? Avec grand plaisir. Bon, pour ceux qui connaissent ça par cœur, désolé des redites, mais on voulait placer le contexte. Donc, la gouvernance, globalement, c'est toutes les manières qu'on a pour contrôler et diriger une entreprise et concilier à la fois performance de tout type, transparence et puis, bien sûr, l'ensemble des parties prenantes et de leurs intérêts. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est un ensemble imbriqué qui est clé et qui se compose notamment, bon, bien sûr, des dirigeants opérationnels qui sont dans notre monde des startups bien souvent les fondateurs, en tout cas nous au stade où on intervient encore, qui eux donc vont piloter l'entreprise. On a également leur pendant qu'on appelle communément le board. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce grand terme ? Plein de choses. Ça peut être un comité stratégique, un conseil de surveillance. Enfin, ça porte beaucoup de noms, mais le concept c'est le board et son objectif c'est quoi ? C'est de fixer les grandes orientations stratégiques de l'entreprise et puis de veiller à leur bonne mise en œuvre globalement. Et le troisième pendant de cet ensemble qui vient tout relier, ce sont des règles. Et donc des règles qui vont permettre à l'ensemble d'avoir une cohérence et de fonctionner. Ça va être des règles à la fois
pour les dirigeants, donc dans leur mission, celle du président, du CEO, peu importe la dénomination qu'on lui a donnée, et puis celle du board, et donc à la fois dans le fonctionnement du board et dans ce qui va être soumis à ce fameux board. Donc le concept, c'est qu'il y a des décisions qui peuvent pas être prises ni soumises à la décision de l'Assemblée générale sans être validées par ce board. Donc c'est très large, hein. L'objectif, c'est bien sûr de rester sur une dimension stratégique, pas opérationnelle, mais ça va aller de valider le budget annuel, les comptes annuels, en passant par aller approuver un très gros investissement qui n'était pas prévu dans ce fameux budget, les recrutements clés, une levée de fonds, la contraction d'une nouvelle dette qui n'était pas prévue dans le dit budget annuel. Voilà un petit peu pour l'ensemble, et ça c'est très administratif et très, si je puis dire, juridique, mais il y a surtout une dimension aussi et c'est celle qu'on espère représenter pour les dirigeants, d'appui, de conseil stratégique et de ping-pong intellectuel pour eux quand ils sont seuls ou peu importe quand ils sont plusieurs également. Il y a la rémunération des dirigeants aussi. Qui est un peu... Dans la liste, il y a la rémunération des dirigeants. Et toi, quand est-ce que ça est devenu un sujet chez Kinat, la gouvernance? Est-ce que c'était dès le début ou est-ce que vous avez pris conscience de l'importance au fur et à mesure? Alors moi, il m'a manqué une Stéphanie au tout début pour me donner une définition claire du board et de la gouvernance. Mais ce dont on était sûr, nous, dès les débuts, donc on est 3 cofondateurs, je l'ai pas dit, pardon, on est 3. On s'est créé en société en 2019 et on a fait 2 levées de fonds, donc une petite et une plus grosse. Et en fait, c'est venu assez tôt parce que même avant la première levée de fonds, en fait, on est 3, on est très complémentaires et on s'est dit tiens, on est quand même en hyper croissance, il y a un gros sujet, il y a peut-être des choses qu'on voit pas venir et ça pourrait être intéressant d'avoir une tierce personne qui vraiment ne connaît rien à notre activité et qui vient embarquer un peu le projet. Et en fait, on ne le savait pas, mais c'était le début d'une gouvernance du coup qu'on mettait en place. Et cette personne-là était bénévole. C'était quelqu'un qui avait monté plusieurs boîtes à l'époque. Ouais, ça c'était la belle époque. Ça peut se faire toujours, effectivement. Mais en tout cas, voilà, ça a été les prémices et heureusement qu'on a fait ça. Et même lui, du coup, nous a aidé après à faire les premiers boards qui sont vite arrivés parce que la première levée de fonds est arrivée 6 mois après qu'on ait constitué la société. Donc c'est arrivé assez vite. Et du coup, ça c'est un conseil que je peux donner. On n'a pas tout bien fait. On parlera aussi de nos erreurs parce que c'est important. Mais quelque chose qui était vraiment positif, c'est vraiment d'anticiper et de savoir vraiment en amont ce qu'on attend de personnes qui sont extérieures, qui viennent travailler avec nous, qui viennent aussi nous aider côté opérationnel ou qui viennent aussi décider mine de rien avec nous. Donc c'est très très important de l'anticiper. Merci. Et Jean-Luc, toi qui es à la fois entrepreneur et board member, qu'est-ce que tu peux dire sur ce... Déjà, par rapport à ce que disait Stéphanie, moi j'ajouterais autre chose, c'est que la gouvernance, faut le voir comme, moi je le vois un peu comme le patinage artistique. Il y a les figures imposées, c'est quand on se voit tous les X mois pour faire un board, et là il y a à la fois un ordre du jour qui doit pas trop être du reporting, mais allez, on va dire un tiers de reporting et puis 2 tiers de projection. Et puis à côté de ça, il y a les figures libres. Et les figures libres, c'est tout ce qu'on se dit en interboard, tous ces moments qui sont hyper clés où on doit parler aux autres parties parce que ça façonne aussi la relation. Donc vous êtes là aussi pour ceux qui montent des boîtes pour repartir avec des tips, des partages d'expérience. L'interboard, il est capital et la relation interhumaine qu'on va construire, elle est capitale aussi. Et puis par rapport à ta question sur le fait d'être entrepreneur et board member, finalement, je pense que quand on est les deux, je pense que c'est ton cas aussi, on réfléchit avec le même cerveau qui est l'alignement des intérêts de manière continue. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, ça laisse personne? Est-ce que c'est bien ce qu'on a signé en bas de la page avec les investisseurs? Est-ce que ça respecte bien le rêve initial des fondateurs? C'est à ça qu'on s'accorde quand on est indépendant, mais quand on est aussi porteur de projet. Très bien. Alors, puisqu'on a défini la gouvernance, est-ce qu'on peut essayer de trouver les éléments d'une bonne gouvernance, d'une gouvernance qui fonctionne bien et qui dure sur le temps? Et est-ce que c'est figé, est-ce que c'est rigide la gouvernance ou est-ce que ça évolue? On peut peut-être commencer. Allez, je commence, c'est parti. Je pense qu'on va avoir plein de tips. Le premier, moi je l'ai dit juste en amont, c'est de choisir, en fait d'anticiper, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend.
Par exemple, nous, je sais qu'on est une entreprise qui est vraiment à impact. C'est le but de la société. J'anticipe si quelqu'un a la question, mais Sandrine, mais qu'est-ce qu'elle va devenir quand tout le monde va arrêter de fumer? Alors vous inquiétez pas, on a de beaux jours devant nous. Et la raison sociale de toute façon de l'entreprise, c'est surtout que les gens ne jettent plus par terre les déchets. Donc on a un vrai sens social et un vrai sens environnemental de l'entreprise. Et vu que c'est vraiment les valeurs qui sont fondatrices de notre entreprise, un peu ce que tu disais, vraiment de repartir sur la volonté et le rêve entre guillemets des fondateurs, ben ça a été un gros enjeu pour nous d'anticiper et de se dire on veut des invests, on veut des gens qui soient avec nous, qui comprennent cet enjeu-là dont on a besoin. Alors oui, il va y avoir des KPI financiers, mais ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Je pense que si on n'avait pas eu ça, et on en reparlera, mais la relation avec les fonds peut très vite s'étriquer, peut très vite se tendre, parce que si tout de suite, et Soumia en a bien parlé ce matin, si tout de suite on va pas dans la même direction, on n'a pas les mêmes valeurs et que ça s'effrite au fur et à mesure et qu'on n'en parle pas, ben c'est pas bon pour le futur. Donc vraiment, si le point d'entrée déjà n'est pas stable, ça part dans une mauvaise direction et ça c'est hyper important. Là, je pense que vous voyez à Innovadé, vous êtes beaucoup de startups, mais il y a aussi quand même beaucoup d'investisseurs, peu importe ce qu'on en dise, ils sont là. Ben c'est aussi un choix qui est personnel aussi, de rencontres, effectivement de valeurs. Donc voilà, ça c'est un des premiers traits. Et un des deuxièmes traits, je pense qu'on va être peut-être tous d'accord, j'espère, c'est la communication. C'est une relation quand même qui est humaine déjà, et après qui embarque sur beaucoup d'intérêts par rapport à l'entreprise. Mais je pense que le plus gros enjeu, c'est d'arriver à bien communiquer entre les investisseurs et entre les fondateurs, voire codir, etc. Enfin, après, tout le monde a son propre format. Et c'est important parce que plus, en fait, on va communiquer en amont, plus on va être transparent aussi avec les fonds, plus on va aussi pouvoir compter sur eux, parce que vraiment, quand on peut compter sur nos invests, c'est une valeur incroyable qu'on peut avoir pour une entreprise, parce que ils ont du réseau, ils ont les compétences, ils ont aussi des entreprises qui ont été dans des difficultés comme nous on peut avoir, donc ils ont aussi un peu ce rétroviseur qu'ils peuvent apporter. Et plus on va communiquer, au lieu de peut-être de cacher, de dire voilà, mais si je leur dis la vérité, ça va pas le faire, ils vont plus avoir confiance en moi. Non, il y en a plein qui sont plantés avant nous, vraiment. Donc dans tous les cas, je pense qu'ils en ont vu bien d'autres. Et au contraire, ça leur permet eux aussi d'anticiper avec nous, de trouver des solutions en amont et voir s'il y a besoin de remettre au pot. Et plus on a été transparent et on a communiqué, plus aussi cette partie-là est facile. Est-ce que tu as des exemples justement de communication, enfin, du fait qu'une bonne gouvernance a permis de prendre des bonnes décisions? Ouais, alors on a deux expériences. On a eu une première levée de fonds donc, qui était en love money, donc c'était plein de particuliers qui pouvaient venir faire la première levée avec nous. On a eu du coup 137 actionnaires sur cette première levée de fonds. Erreur. Voilà, erreur. Parce que communiquer avec 137 personnes, c'est strictement impossible. Voilà, pas imaginer. Et encore, vous êtes même pas 137. Donc, quand on veut avoir du soutien, quand on veut faire voter quelque chose, quand on veut les embarquer, enfin voilà, je vois tous les regards qui m'ont dit oulala, erreur Sandrine. Oui, on l'a fait. Donc voilà, je vous transmets. Et ça, c'était impossible. Enfin, on pouvait faire des newsletters, on pouvait les appeler. Déjà, appeler 137 actionnaires, c'est long. Quand il a fallu faire la deuxième levée de fonds et qu'il a fallu avoir les 137 signatures. Je vous explique même pas. On a failli pas la faire juste parce qu'on n'avait pas les 137 signatures. Donc voilà, première erreur. Ne faites pas ça. Ou rassemblez-les sous une même entité. C'est surtout ça le conseil. Il faut que ils soient vraiment ensemble sous une même entité. Et ce sera déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est une erreur. Et après, dans les choses positives quand même qu'on a réussi à faire, parce qu'on n'a pas tout foiré non plus, faut dire ce qui est. On a réussi quand même à créer des bonnes relations aussi avec nos investisseurs. Et je sais qu'aujourd'hui, alors ils sont peut-être moins nombreux, mais aujourd'hui, du coup, on communique très régulièrement avec eux. On fait bien sûr nos comités stratégiques
stratégique tous les mois et demi. On leur fait des newsletters et en fait très régulièrement on leur envoie des infos en plus. Tiens, on a ce sujet-là. Tiens, on a cet appel d'offres. Tiens, on veut changer de CRM. Tiens, on veut faire un recrutement clé. Est-ce que t'as pas quelqu'un que tu peux nous conseiller pour nous accompagner sur le recrutement de cette personne? Tiens, il y a un petit sujet quand même sur le management ou sur la relation entre nous. Est-ce que t'as pas un coach à nous recommander? Enfin voilà, des choses comme ça qui font que, au lieu parfois aussi nous de chercher par nous-mêmes, ils ont, ils ont une vision tellement générale que ça aide. Et puis ça aide surtout sur la complémentarité avec nous. Donc voilà. Merci beaucoup. Et du coup, Stéphanie, en tant qu'investisseur, quelles sont tes attentes en termes de bonne gouvernance vue par une investisseuse? C'est bien, c'est que là, on n'a pas d'incompréhension. Je vais commencer comme eux par la relation de confiance et la transparence de l'information. En fait, c'est clé. Il faut créer cette relation et mériter cette confiance, parce qu'ensuite, elle permet quoi? Elle permet, quand tout va bien, de se féliciter, mais elle permet surtout, quand on traverse des crises, de franchement se dire d'un côté ou de l'autre, là il se passe ça, et de le dire tout de suite, c'est clé. Et à l'inverse, nous, de pouvoir dire, là on pense que tu vas dans la mauvaise direction, vous allez dans la mauvaise direction. Enfin, en fait, il y a cette relation de confiance, elle fait toute la différence. Et dès lors que les dirigeants et les investisseurs arrivent à se dire, là on est dans l'entité du board, donc vraiment dans cette gouvernance, dans l'optique de développer la structure, on reste dans une discussion qui est uniquement pour que la société puisse se développer. Et donc, c'est pas facile à faire parce que, évidemment, au board, il y a les investisseurs et les fondateurs. Donc, évidemment, les fondateurs peuvent avoir besoin que les investisseurs réinvestissent. Et donc, il y a toujours cette question de à quel point je transmets l'information, à quel point je suis transparent, à quel point je mets le curseur sur le degré de gravité. Il faut pas que je les fasse paniquer pour rien non plus, c'est à l'inverse. Et donc mais si on arrive à créer ça et à faire ça, en fait c'est fluide, ça simplifie tout. Et je pense que tu le disais, le fait que ce soit fréquent, ça change tout en fait. Si on se voit une fois par trimestre pour se faire un reporting de 3 heures et faire une chambre d'enregistrement sur ce qui s'est passé, ça n'a aucun intérêt. Alors que si de manière fluide et récurrente, on se parle, la newsletter c'est top, et les informations sont partagées. En fait, il y a aussi, on est au courant des petites choses et nous, on peut faire le lien avec nos réseaux, nos prestataires, nos partenaires, penser à des choses, on l'espère, utiles pour les entrepreneurs. Donc je vous rejoins sur ce sujet-là. Après, tu l'as dit un petit peu aussi, mais c'est quand même aussi important de respecter les règles qui ont été établies dans le pacte d'actionnaires, et donc de réellement formaliser aussi et structurer un petit peu aussi le board. Ça, c'est un peu incontournable, c'est toujours un peu moins plaisant, mais il faut le faire. Et puis s'adapter tu posais la question de la flexibilité du board. Donc on voit que vous avez eu, c'est pas toujours le cas, mais je pense que c'était un atout, un board déjà existant avant l'arrivée d'investisseurs et avec déjà des personnes externes. Nous, quand on investit dans une boîte, on crée nécessairement ce board, on en est partie intégrante, et on insiste en général pour qu'il y ait tout de suite un membre indépendant, rémunéré ou non, et souvent rémunéré parce qu'ils sont clés dans cette gouvernance, blague à part. Donc eux, leur rôle en fait, il va être vraiment de jouer à la fois la balance entre les investisseurs et les fondateurs. Et puis bien souvent, en fait, c'est des entrepreneurs hyper expérimentés, comme vous messieurs, qui ont plus ou beaucoup plus d'expérience que les investisseurs eux-mêmes, sur un panel moins large, mais beaucoup plus en profondeur, et qui aident vraiment les entrepreneurs ou l'entrepreneuse, et surtout qui peuvent, dans des moments clés, faire le lien aussi. C'est-à-dire que il va y avoir des situations un peu conflictuelles, il va y avoir des moments tendus. Faut partir du principe, vous le disiez ce matin, que ça va se produire, et avoir cette tierce personne externe qui est elle aussi, et qui a elle aussi un lien très fort et une relation de confiance avec les investisseurs et les dirigeants, ça peut vraiment changer la donne en fait. Il peut jouer un rôle non pas d'arbitre, mais de lien dans ces phases de crise je l'ai vécu, honnêtement, ça fait vraiment la différence. Et est-ce que tu vois est-ce qu'il y a des signaux faibles ou forts d'ailleurs que la communication ne marche pas dans un board, ou que ça fonctionne pas et qu'il va y avoir des gros problèmes?
C'est une bonne question. Je pense que, je sais pas si on peut parler de signaux, mais je pense que en fait il faut établir une règle au début, c'est-à-dire que il faut se dire les choses. Nous, on attend de vous ça et ça dans le board, qui est à la fois des informations transmises et du temps réservé à la prise de décision et aux échanges stratégiques. Et puis quand c'est pas forcément évident ou quand c'est des choses qui sont enfouies dans un pack d'actionnaires à la page 42, rappeler, bah voilà, en fait. Si vous voulez embaucher un directeur commercial qui sera rémunéré plus de 100 000 euros, c'est sympa de nous en parler, quoi. Donc, je pense qu'il faut pouvoir se dire franchement les choses. Et au début, en fait, si on laisse couler ou si on laisse passer, mais d'un côté ou de l'autre, de la même manière, nos dirigeants peuvent nous dire là, si vous êtes intrusif, ou là, j'ai besoin d'aide, vous n'êtes pas assez disponible pour moi. Enfin, ça doit être dans les deux sens. Mais je pense que ça marche si c'est dit au début. Je pense que c'est pas facile de, justement, je crois que c'était vous aussi qui évoquiez ça ce matin, de laisser filer, de laisser couler, et puis tout d'un coup, de dire à l'entrepreneur, là, ça fait 6 mois que j'ai pas mon reporting. Bah non, il faut le dire chaque mois. Et t'as des exemples de, justement, aussi de fois où ça s'est mal passé, et où ça s'est bien passé, où la gouvernance a vraiment fonctionné et a permis d'éviter des drames? J'ai un exemple de gouvernance et c'est marrant parce que ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. On avait 3 fondateurs et c'est pas simple d'être 2, d'être 3, d'être plusieurs. Ça a des avantages évidemment parce qu'on n'est pas tout seul, mais c'est pas évident. Et eux, leur stratégie initialement et à leur décharge, c'était quand même un peu une tendance à ce moment-là. C'était d'être vraiment dans une horizontalité la plus totale entre les 3 et au sein du reste des équipes. Et donc, ils avaient défini, il y avait bien sûr un CEO pour le titre, mais dans leur répartition des pouvoirs, dans la gouvernance entre eux, c'était censé être vraiment des décisions uniquement collégiales, systématiquement, surtout. Et ça a été ça a conduit en fait à une situation où les décisions sont moins prises, moins vite, moins bien, moins dans la vision et dans une certaine forme de radicalité qui est parfois nécessaire. Et donc ça a été, on s'en est tous rendu compte ensemble tous à nos dépens. Et effectivement, il a fallu changer la structuration de cette gouvernance. Et dès lors qu'on a défini un pilote, il faut toujours une pilote en fait dans un projet. J'en suis convaincue maintenant. Vous auriez pu me le dire à l'époque. En fait, voilà, les choses sont reparties, la boîte va super bien et c'était nécessaire et incontournable. On a le droit dans le mur sans. Donc là, c'est pas vis-à-vis du board, mais c'est vraiment entre dirigeants. Ok, super. Jean-Luc. Et donc juste, pardon, du coup, ouais. Vous à 3, vous avez défini ça dès le début ou c'est quelque chose qui a été, vous avez découvert un peu plus progressivement? T'es pas obligé de répondre, Marc, peut-être que non, c'était pas prévu ça. Voilà, super. On devient tous très intimes apparemment. Non, mais c'est une bonne question et je sais pas. Après, ça pourrait être intéressant de savoir aussi où vous en êtes chacun, parce que peut-être que pour certains vous avez la question est-ce que je m'associe, est-ce que je m'associe pas, comment ça se passe. C'est compliqué. Parce que alors, moi je le dis souvent, je suis avec 2 cofondateurs. Pour moi c'est un deuxième mariage. Donc mine de rien il y a beaucoup d'humains. C'est quand même une liaison juridique mais humaine. Donc déjà prenez un excellent avocat dès les débuts parce que ça vous le savez, hein, on est au-delà de la gouvernance, hein, mais tu le disais même avec tes cofondateurs, enfin avec le board, faut tout prévoir juridiquement. Tout. Et surtout, justement, quand ça se passe mal. Mais vraiment, moi, il y avait même une clause que j'ai rajoutée. Ça, c'est pour la petite partie perso. Et après, je vais faire gaffe parce que je pourrais parler pendant 1 heure. Mais moi, j'avais vraiment la volonté aussi de mettre dans notre pacte que si un de nous tombait malade ou que nos conjoints ou nos enfants tombaient malades, on était en good liver. C'est peut-être tout bête, mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est malade et que, en fait, j'ai pas envie de partir. Mais si je pars, vu mon pacte, ça veut dire que je suis en bad liver. Je perds tout. Enfin, voilà, il y a des situations, faut aller très loin, mais même par rapport au board, je pense que d'en parler, et ça a été une négociation avec le board, mine de rien, tout ça, faut vraiment l'anticiper. Et du coup, sur la relation avec les 3, effectivement, c'est compliqué quand tu crées une entreprise à 3.
et que le bébé grandit et que effectivement il y a de plus en plus de monde et qu'il faut aller de plus en plus vite sur les décisions, mais en même temps tout va de plus en plus vite et puis chacun est dans ses responsabilités, tu te croises moins, tu te parles moins, t'es plus avec tes équipes, donc du coup tu te comprends un peu moins bien à trois parce que c'est très humain aussi. Mais ça se complique. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a pris un coach pour nous accompagner déjà tous les trois et puis de toujours pousser un peu le curseur. On continue à essayer de trouver des solutions. Et puis on a un codir, on est 5, donc dans tous les cas c'est impair. Donc il y a une personne égale une voix. Et nous, l'organe de décision, c'est plus les 3 cofondateurs, mais c'est le codir, c'est à 5. Et on s'est imposé de respecter les décisions du codir. Et si nous, les 3 cofondateurs, on est trop lents, de toute façon, on a 2 autres membres du CODIR qui nous rappellent à l'ordre et qui nous remettent des réunions dans nos agendas. Donc effectivement, ça facilite un peu les choses, mais c'est un gros sujet, effectivement. Et du coup, on en reviendra aussi dessus, mais de là découle le bien-être aussi des cofondateurs, parce que c'est un sujet, la relation avec les boards, la relation entre cofondateurs, le fait d'être entrepreneur, en plus quand on a quelqu'un à la maison. Je pense que vous êtes tous sensibilisés à ça et heureusement, je trouve que de plus en plus on en parle et il y a des réunions et il y a des conférences, des ateliers sur le bien-être des cofondateurs, mais c'est vraiment essentiel parce que si une personne ne va pas, elle embarque tout le monde avec, parce que du coup on n'arrive plus à bien communiquer, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à prendre des décisions, le board n'est pas content, le board nous fait un rappel, enfin voilà, ça va très très vite dans un engrenage infernal. Donc bien-être, pensez à vous, prenez des vacances. 3 semaines, c'est bien. On s'arrêter là. Non. Jean-Luc, est-ce que tu peux me dire, toi, quelle est ta vision du rôle idéal en fait d'un board pour les dirigeants en fait? Quel type de partenaire le board peut être ou doit être? Déjà, moi, la première, sur base d'expérience, quand on fait un tour de financement, tout part en fait, la stratégie de financement. En fait, nous, quand on va chercher les investisseurs, on regarde la trajectoire de l'entreprise et on se demande quels sont les fonds dont la thèse d'investissement est alignée avec la valeur contributive qu'ils peuvent apporter. Alors, ça paraît une évidence que je dis. En fait, moi, je vois passer plein de levées de fonds où il y a plein de gens qui vont taper à plein de portes. Et en fait, quand on regarde la valeur de la porte par rapport à la valeur contributive projetée, en fait, c'est déjà à moitié bien barré. Donc, nous, on fait un véritable travail de profiling. Moi, j'emploie toujours ce mot. Je fais un travail de profiling, c'est-à-dire je regarde les enjeux de la boîte à 6, 12, 18, 36 mois. Je regarde tous les fonds d'investissement possibles. Je regarde où ils ont déjà investi, où ils se sont déjà plantés. Ils ont ce qu'on appelle le syndrome de la morsure du serpent, c'est-à-dire ils n'ont pas envie d'y aller. Je regarde aussi dans un fonds d'investissement, il n'y a pas qu'un fonds d'investissement, il y a quelle est la personne du fonds d'investissement, quel est le directeur de participation qui va avoir envie d'investir parce qu'il veut devenir partenaire, ça c'est son problème, c'est son ambition et c'est très bien, et aussi parce qu'il a une appétence particulière par rapport à la stratégie. Donc, bref, la bonne gouvernance, elle part aussi de véritables process tactiques de levée de fonds et de structuration du board. Parce que quand nous, il y a des fonds qui rentrent au capital des boîtes que moi j'ai pu cofonder, eh bien, ils ont une petite page, un truc, on leur a dit leur valeur contributive projetée. C'est-à-dire, voilà ce que j'attends de toi. Si je prends concrètement chez Happy, on a aujourd'hui 2 piliers en termes d'investisseurs lead. On a un pilier qui est hyper sachant sur le retail et qui peut nous donner des consignes, des remarques, des partages d'expériences. Et derrière, c'est nous qui gérons la boîte et on avance. Et à côté de ça, on peut pas vouloir réindustrialiser, redynamiser les campagnes sans avoir pratiquement un objectif politique. Donc on a fait rentrer la Banque des Territoires, qui est donc un pendant, qui va comprendre notre ADN politique ou en tout cas socio-sociétal au service d'une trajectoire. Donc vous voyez, la bonne gouvernance, elle part aussi d'un casting. Ensuite, et puis là, par contre, moi je suis tordu par ça. Moi je pense qu'il faut faire rentrer un administrateur indépendant le plus tôt possible. Parce que l'administrateur indépendant, il s'en fout de tout ça. Lui, sa boussole, c'est l'intérêt social de l'entreprise. Sinon, c'est qu'il est pas bon. Donc, un administrateur indépendant, il doit être compétent, disponible, motivé, équitable et courageux. Et surtout, un administrateur indépendant, quand il ne peut plus servir l'entreprise, faut le virer. Parce qu'il n'a plus de raison d'être. Alors, faut le virer, même poliment. Alors, moi, par exemple, avec les administrateurs indépendants que je recrute, ou quand je suis administrateur indépendant, j'ai pratiquement jamais fini un de mes mandats. J'ai donné ma démission en disant
Non, désolé là. Regarde la trajectoire à 36 mois, on s'aime bien, machin. Il y a plein de choses qui sont créées entre nous, mais ma valeur contributive, elle est plus là. Et je pense que quand on prend un administrateur indépendant, faut lui dire, écoute, je viens de chercher parce qu'à l'instant T, c'est toi, à l'instant T prime, c'est toi, mais le jour où ça va plus être toi, je vais te dire, écoute, c'est fini. Merci pour le thanks for the ride, mais c'est plus toi et il faut qu'on te raccompagne et il y a pas de problème quoi. Donc la plasticité à fond, et puis une autre plasticité qui est importante à anticiper, c'est quand on passe d'une série A à une série B, et notamment quand votre boîte elle est un peu connue, machin et tout ça, tout le monde veut être sur la photo. Donc plus personne veut sortir du board. Et puis là, ça devient des boards à 13 personnes. Eh ben non, il faut pouvoir dire à des investisseurs de sites, par exemple, désolé, mais toi, tu n'y seras pas. Parce que, ah ouais, mais je pourrais être observeur. Non, non, tu pourras pas être observeur. Écoute, on va créer peut-être un truc avec de l'information et tout ça, mais il faut avoir le courage de raccompagner des board members à la porte pour garder un board qui est assez compact pour pouvoir être bien fonctionnel. Alors, c'est combien d'administrateurs un board bien fonctionnel? Bah, moi, je dirais un indépendant forcément. Et alors moi, j'aime bien le principe des 2 indépendants. Donc là, un autre type, celui TDZE ou pas. Moi, dans les board members indépendants, on essaye de prendre, c'est un peu schématique, mais moi, j'en prends un contre 6, un contre 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Un administrateur indépendant contre 7, c'est un administrateur indépendant qui, outre toutes les compétences que j'ai délimitées tout à l'heure, va avoir une capacité à challenger ou à apporter de la compétence qui va développer le chiffre d'affaires, le compte 7. Et donc, il va être capable de taper dans le sac en disant, ah ouais, mais sur la proposition de valeur, ah ouais, mais sur tel réseau, machin et tout. Donc ça, c'est l'administrateur compte 7. Et puis, administrateur indépendant compte 6, c'est le mec qui va vous aider à gérer. Lui, il comprend pas. Moi, par exemple, je suis board member d'une boîte de cyber. Ça fait 6 ans et j'ai un peu honte de vous dire que je comprends pas tout ce qu'ils me disent. Mais je l'ai dit au fondateur. Il m'a dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Et de fait, c'est pas grave. Et j'ai proposé 2 fois ma démission. Bien que je ne comprenne pas ce que c'est que l'obfuscation des codes ou l'attaque laser femtoseconde, machin et tout, parce que j'ai beau vous forcer, je n'y arrive pas. Et ben malgré tout, sur des sujets qui sont des autoroutes de la pensée, comme qu'est-ce qui se passe quand on dépasse 30 personnes, qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir mal aux jambes avec mon cofondateur, qu'est-ce qui se passe quand le directeur commercial m'emmerde, qu'est-ce qui se passe quand, et ben là, on est des espèces d'indépendants où on peut se projeter un peu, non pas en gestionnaire qui fait, mais en poseur de questions. On ne pose jamais assez de questions pour les aider à sortir des situations. Donc moi, les administrateurs indépendants, j'en ai 2 catégories, un contre 6, un contre 7, et s'il peut y en avoir 2, c'est top. Et à côté, 3 à 4 investisseurs, dont des investisseurs qui sont arrivés à différents moments de maturité pour qu'on ait l'alignement d'intérêt, parce que tout le monde n'aura pas les mêmes prix de revient, machin et tout ça, je rentre pas dans le détail, mais c'est important pour moi 3, plus 2, plus 1, plus X fondateurs, un seul fondateur board votant, et puis les autres par contre qui peuvent être contributeurs. Et ça évolue en fonction de la taille de la boîte et de sa maturité ou pas? Ouais, ça peut évoluer. Série C ou... Alors quand tu fais une série C, bah moi j'ai fait que des séries B et bientôt une autre série B avec API. Je sais pas. Une idée là-dessus? Moi, je dirais quand les startups sont un peu plus jeunes que ce que tu décris, 5, c'est pas mal. 2 investisseurs, un indépendant, 2 fondateurs, c'est... 6-8 semaines de délai où on se voit au début pour... Même tous les mois. En fait, plus la fréquence des réunions est importante, moins on y passe la journée aussi. Donc c'est un peu un choix et je pense que c'est plus efficace à te parler plus régulièrement, même dans certaines cas de figure toutes les semaines, que à te voir une fois toute une journée pendant... Nous, on a des interboards aussi. C'est-à-dire qu'il y a des boards qui sont formalisés, on fait un compte rendu. Voilà, là, toutes les semaines et tous les mois, j'ai pas formalisé. Et par contre, on a parfois des interboards où du coup, c'est beaucoup moins formel. La pâte au début, elle est beaucoup moins sèche et où du coup, il n'y a pas le formalisme, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de machin. On est vraiment en train de travailler la pâte. Oui, et Non, j'allais compléter juste sur, je pense, une erreur qu'on a faite nous. Donc j'anticipe pour vous. Et on en parlait avec un des fonds qui est présent dans la salle. C'est qu'on a fait beaucoup nous de nos boards en visio.
Et en fait, ça, je pense vraiment que c'est une erreur, qu'on a besoin d'humains, que eux, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin d'être là, ils ont besoin de voir les équipes, ils ont besoin de voir les choses. Et c'est vraiment une erreur parce que ça, à un moment donné, ça crée de la distance ou de la compréhension. Et justement, cet investisseur me disait, moi, c'est hors de question. Si je dois faire même 10 heures de route, je ferai 10 heures de route, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est une erreur qu'on a fait. Et je pense qu'il faut qu'on rectifie très vite. Mais du présentiel, beaucoup de présentiel. C'est pareil, alors je suis tout à fait d'accord avec toi sur le présentiel et même parfois organiser des boards in situ. Nous, on a organisé des boards au fin fond de territoire, à Claye ou vers Cognac, à côté d'une supérette avec nos board members. Et avant, on a fait une visite de la supérette. On a présenté la personne qui gère la supérette. Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de dédramatiser ou un peu d'enlever l'espèce de brouillard. Ah oui, c'est le board, cette espèce de machin, espèce de Deus ex machina qu'on ne sait pas ce que c'est. Et ça permet de le présenter et d'incarner de manière humaine que ce sont des personnes et qui ont un mode de fonctionnement et des attentes. Donc ça permet d'en parler et donc d'expliquer que voilà, c'est ça le board. Et d'un autre côté, pour le board, ça permet de rencontrer très concrètement les opérations de la société. Et c'est souvent intéressant parce que les gens qui font du venture, enfin beaucoup les investisseurs, sont intéressés par la chose. Et en fait, ils regrettent souvent qu'on sorte de la chose et qu'on n'en parle plus assez, ou en tout cas qu'on la voit plus assez. Donc des boards en physique, parce qu'on reste des sapiens, c'est sûr. Et in situ, des fois, au cul des opérations, bah, c'est pas mal aussi. Oui, tu parlais tout à l'heure de signaux faibles. Je pense que c'est typiquement en ne se voyant pas qu'on peut les laisser passer. Et pour te rejoindre, que ce soit des moments d'aller sur le terrain, de vraiment montrer ce qui se passe dans la boîte, ou aussi de privilégier des moments de convivialité ensemble, parce que le but, c'est pas de bien boire, bien manger, le but c'est d'avoir du temps ensemble et de pouvoir aussi parler d'un tout petit peu autre chose que ce qui se passe dans la boîte. Et tu parlais du bien-être des fondateurs, de savoir aussi ce qui se passe en dehors de ce qui est présenté officiellement au board, et de pouvoir aussi nous s'adapter un tout petit peu dans notre manière de réagir, de prendre les informations et de comprendre plus en profondeur ce qui se passe pour vous, quoi. Et de vous motiver aussi à bosser pour nous. Enfin, il y a ça aussi, c'est que plus on va être, on va bien s'entendre avec le fond, plus quand on lui demande du réseau ou tiens rapporte-moi une compétence, plus ils vont le faire aussi. Enfin, il y a un double intérêt. Excuse-moi, je veux pas me servir de toi, mais dans un sens, en fait, non, mais t'as entièrement raison. Plus on s'entend bien et plus vous êtes demandeur, plus on fait. D'ailleurs, c'est rare qu'on ait la réponse. Non, j'ai pas le temps, tu m'emmerdes. C'est très rare. Non, il faut demander. Et à l'inverse, c'est des fondateurs ça arrive, considèrent que leur board est à une chambre un peu d'enregistrement qui doit avoir lieu. C'est une contrainte, faut produire des documents, du reporting, et qui nous font ressentir aussi que on sert pas à grand chose. Ça arrive. Je sais pas si ça arrive qu'on serve à grand chose ou pas, mais en tout cas qu'ils nous le fassent ressentir. Et donc en fait c'est une spirale aussi négative où derrière du coup ils nous sollicitent pas parce qu'ils sont convaincus qu'on sert à rien, qu'on est là pour les fliquer. Et nous, du coup, la spirale est enclenchée puisque comme ils nous sollicitent pas, on les aide peu ou moins. Et est-ce que vous avez déjà pratiqué des comités spécifiques au sein du board pour aborder certains sujets? Alors, ça peut être un comité de rémunération, un comité stratégique, un comité de recrutement, enfin sur le recrutement ou autre. J'y collais. Je sais pas. Non, oui, on a déjà fait. Nous, on a, par exemple, la levée de fonds. Quand on a voulu faire la deuxième, ça a été un comité sur ça. Ok, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. C'est un comité, donc c'est une partie du board plus restreinte qui planche sur le sujet en profondeur. Ouais. Et ou alors, par exemple, à un moment donné, on n'était vraiment pas bon sur notre pilotage financier de la boîte. Dans les débuts, pour avoir un outil financier, on n'y arrivait pas, on n'était pas bon. Et là, on a pris un fonds avec nous où vraiment on a craqué le truc, on a passé énormément de temps en plus pour justement se focaliser là-dessus. Et il y a autre chose qu'on a fait parce qu'il y a aussi des leviers aussi pour stimuler certains fonds entre guillemets. C'est que quand on a eu besoin aussi d'avoir du coaching ou avoir un accompagnement plus, alors on n'avait pas pris un administrateur et je regrette de pas avoir connu la situation avant parce que je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait trouvé un de nos invests qui avait une compétence dont on avait vraiment, vraiment besoin et on lui a donné des BSA supplémentaires pour vraiment l'embarquer encore plus et qu'il s'investisse et qu'il vienne encore plus bosser concrètement au côté opérationnel avec nous.
Dans les petits sous-comités de gouvernance, nous, ça arrive qu'on crée dans les boîtes un peu plus structurées, un peu plus matures, des comités de rémunération, où là, c'est donc c'est ce que tu dis, une version restreinte du comité. En général, c'est les fondateurs du coup qui se retirent. On aime bien faire alors c'est pas forcément une entité structurée, mais on aime bien faire des comités d'exit dédiés à l'exit. Là, c'est plus dans l'optique de parler de la suite et de la sortie des investisseurs. Et puis il y a des boîtes qui nécessitent des comités stratégiques où là c'est vraiment ou scientifiques ou enfin peu importe comment on les appelle, où là ça va être le dirigeant qui s'entoure d'experts de son secteur pour l'aider soit commercialement soit purement techniquement souvent, et où là nous c'est pas là qu'on a le plus gros apport. D'accord. Jean-Luc, Moi, je participe à un comité de rémunération. C'est pas mal de participer à un comité de rémunération et donc en dehors de la présence des dirigeants, parce que parfois ça peut être bizarre en board, en fin d'année, de se retrouver à évaluer la performance de gens qui sont là, qui sont partie prenante, et donc on se retire entre indépendants. Avec souvent la personne qui est en charge des RH, et on essaye de mesurer à la fois de manière froide la performance intrinsèque des dirigeants pour qu'ils aient, s'ils ont un variable, mais aussi de projeter l'année prochaine en fonction du plan, quel va être leur incentive ou des choses comme ça pour que ce soit très juste. Parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement gênant parce qu'on parle d'eux et qu'on fait les Français là, pas oser parler d'argent, c'est aussi parce que les fondateurs, des fois, ils peuvent s'oublier. Dans leurs valeurs contributives, on dit non mais c'est mon job, machin et tout, et donc de dire oui t'es dirigeant, t'es cofondateur, mais t'as aussi parfois une fonction technique où tu as performé, et ça c'est pas parce que t'as des actions que tu vaux moins que les autres en termes de contribution, et donc de proposer des rémunérations variables notamment, et ça permet de le faire de manière assez juste. Il faut prendre Jean-Luc comme administrateur indépendant. Voilà, c'est je comprends rien par contre. Donc, si on fait une petite synthèse de ce qu'on a dit, donc pour un board qui fonctionne bien, parce que c'était la question, il faut un nombre, si je résume, un nombre limité d'administrateurs. Impair. Il faut des gens complémentaires, on a dit. Il faut peut-être des workflows, de la communication pour bien se parler, bien se communiquer entre nous. Et il faut peut-être des comités d'experts quand c'est nécessaire pour approfondir certains sujets. Et la présence d'un administrateur indépendant est un plus dès le début de l'entreprise. C'est un board, c'est flexible, une gouvernance, c'est flexible, et donc il faut aussi en permanence challenger la pertinence de ce qu'on a mis en place. Je voudrais parler de quelque chose. On a dit que les profils devaient être complémentaires, et je voudrais qu'on parle de diversité. Aujourd'hui, alors vous le savez, il y a une loi depuis 2011 où dans les grandes entreprises de plus de 200 millions, je crois 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut 40% de femmes dans les boards. Malheureusement, c'est pas encore. Je crois qu'on est à 46% pour les moyennes et grandes entreprises, mais dans les startups, on n'y est pas du tout. On est plutôt autour de 20%. C'est quoi le pouvoir de la diversité d'après vous? Qui veut commencer sur ce sujet? Je fais que commencer, je leur laisse la main. Peut-être au-delà de la diversité homme-femme, je pense que ce qui est le plus important, dans un board, ce qui est très important, c'est une diversité de thématiques, de capacités, de compétences. Et en fait, donc tu le disais tout à l'heure, il faut vraiment choisir ses fonds et ses administrateurs indépendants pour ce qu'ils peuvent apporter et pour leur complémentarité. Et donc par exemple, si vous avez une thématique environnementale ou une thématique sociale ou une thématique énergétique, peu importe, c'est très bien d'aller chercher un fonds spécialiste, je pense, et nécessairement vous aurez du coup au board une personne qui représente ces enjeux-là. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant aussi d'aller chercher d'autres types de financeurs, que ce soit justement des business angels qui peuvent apporter l'expérience entrepreneuriale, ou d'autres fonds généralistes qui vont avoir une vision hyper complémentaire de d'autres types de business models, d'autres types de problématiques. Et parce que si vous avez un board avec deux investisseurs des deux plus gros fonds concurrents du secteur que vous adressez, globalement la probabilité qu'ils aient les mêmes expériences et qu'ils vous apportent la même chose est forte.
Et je pense que c'est pareil pour les indépendants. J'ai beaucoup aimé le compte 6, compte 7. Mais je pense que c'est clé parce que sinon, en fait, on est tous biaisés nécessairement, forcément un petit peu. Moi, en plus, personnellement, je suis dans un fonds qui est vraiment thématique. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait ce partage d'expérience diversifié. Et pour moi, la diversité homme-femme, j'ai essayé de faire le calcul. J'ai peut-être recruté pour mes boîtes ou pour des boîtes une dizaine ou une douzaine d'administrateurs indépendants, et je pense que je suis plutôt à 70% de femmes. Et donc, moi, je vais dire pourquoi. Alors, il y a des erreurs dans les castings, mais moi, j'aime bien avoir des board members femmes parce que je les trouve plus courageuses, je les trouve souvent plus compétentes, je les trouve plus justes, je les trouve moins centrées sur leur nombril, je les trouve plus aptes à travailler en collectif. Voilà, donc je fais pas un plaidoyer pro domo pour les femmes, mais moi, je pense que enfin voilà, vous avez ma conception. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des hommes très très bien d'administrateurs indépendants. Et puis on fait des erreurs aussi en recrutant des femmes administrateurs indépendants. Ouais. Ok, faut que je récupère derrière ça. Non, je plaisante. Non, alors nous, notre board, on est. J'ai essayé de compter aussi. C'est pour ça que je laissais la parole. Mais en gros, je crois qu'on est 50-50 quand même de femmes et d'hommes. Donc c'est une bonne représentation. C'était pas forcément par choix. C'était plus nous les valeurs, je le dis, mais on est tellement à impact social et environnemental que nous c'était vraiment un gros volet pour nous. Il se trouve que on a pas mal de femmes, même dans les fonds ou autres, qui sont sur l'impact social et environnemental. Affinité ou pas, je ferai pas de raccourci, mais en tout cas, il se trouve que pour le coup, on est 50-50. Et là où je rejoins complètement Jean-Luc, c'est que c'est très important parce que à compétences égales ou non égales, il y a une complémentarité qui est quand même complètement différente. Et je pense que pour une entreprise, surtout quand elle est en plein développement, il y a besoin de confronter et d'avoir cette diversité intuitive. Et en plus des compétences, comme on a pu déjà l'évoquer. D'ailleurs, sur les compétences, nous, ce qu'on a fait, on a du mal à s'y tenir, mais on y travaille fortement. C'est un RACI, du coup, un répertoire de compétences où chacun est dans ses compétences et on essaie d'être en autonomie et en prendre des responsabilités là-dessus. Et on essaie au maximum que dans les fonds aussi, on ait un peu un référent sur tous ces domaines. Donc c'est en train de se mettre en place, c'est pas forcément facile non plus avec les emplois du temps, avec les volontés de chacun, mais c'est quelque chose sur lequel on essaie vraiment de pousser. Et on est 50-50 et je pense qu'effectivement ça c'est bien. Très bien. Et c'est rare. Oui, et en plus dans le monde du déchet, donc non c'est ouais c'est bien. Et est-ce qu'il y a eu des critères d'impact, puisque tu es une boîte à impact, est-ce que au moment de créer la gouvernance, t'as pris ça en compte? Ouais, alors nous c'est ça, on l'a anticipé. En fait, donc c'est vraiment nos valeurs, c'est notre ADN, et on voulait qu'il y ait des fonds qui comprennent ça et qui nous poussent encore plus loin. Parce que déjà que le curseur, on le voulait loin sur l'impact, mais en plus, on voulait vraiment qu'il nous pousse dans nos retranchements encore plus. Et on a eu de la chance, on a 2 fonds à impact, donc on a la Banque des Territoires aussi. Mais au-delà de ça, on a un fonds, un réseau de business Angel qui s'appelle IBA, Impact Business Angel, et ils sont très très tournés sur l'impact. Donc ça c'est génial parce que déjà on se comprend. Quand on leur dit on va pas faire un choix financier, on va plutôt faire un choix impact. Par exemple pour nos collectes, donc le fait d'aller récupérer nos mégots dans les cendriers et autres, ce n'est que des structures de l'insertion et du handicap partout sur le territoire qui le font. Donc on a plus de 80 structures qui travaillent avec nous. On a généré plus de 25 000 heures d'insertion. C'est quelque chose qui est super important pour nous. Sauf que parfois, effectivement, on a des difficultés parce que on a moins le reporting des collectes, on a moins la réponse facile. Enfin, c'est pas comme une entreprise de standard. Ils n'ont pas des salariés non plus entre guillemets standards. Qu'on s'entende, c'est pas péjoratif. Si on n'avait pas eu des fonds qui étaient vraiment avec les mêmes valeurs et qui étaient tournés sur l'impact, la tangente aurait pu aller très vite en mode là on est en difficulté, vous voyez bien que ça fait pour votre traçabilité des déchets, pour la rentabilité de l'entreprise, autant qu'on passe sur un autre format et ça l'avantage est que vu que c'est des KPI, les heures d'insertion, les structures avec lesquelles on travaille, c'est des KPI qu'on a imposés qui étaient très importants pour nous. Ça fait qu'aujourd'hui ça roule et que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Ouais, ça c'est important. Et là encore un tips, ceux qui choisissent une trajectoire d'impact au niveau de la société, ça a des externalités positives, mais ça a des externalités négatives, parfois au niveau effectivement, toi par exemple ton reporting avec ces types de structures. Et c'est là où il faut pas se tromper d'investisseurs à impact, parce que autant de se le dire, il y a des vrais investisseurs à impact, et puis il y a des faux investisseurs à impact, des gens qui ont vu de la lumière et en fait ils s'en foutent de l'impact. Et d'ailleurs, quand vous allez leur présenter un projet, ils vous disent ah merde, mais c'est pas la même théorie qu'une boîte, c'est pas la même théorie qu'une boîte machin. Bah non, avoir un impact, ça a une externalité potentiellement impactante sur le compte de résultat. Et donc là, vous voyez qui est un véritable fonds à impact et qui a juste vu de la lumière. Il y a une autre manière de le voir aussi, c'est quand le variable des gens qui gèrent les fonds dit à impact, est-ce qu'ils sont incentivés ou pas sur des KPI impact, ou est-ce qu'ils ne sont sûrs que de la rentabilité financière. Donc ça, c'est un autre moyen de voir si vous avez en face de vous un vrai fonds à impact, un faux fonds à impact ou une espèce de machin au milieu. Et après, il faut choisir le mieux en fonction de sa capacité contributive. Mais je voulais rebondir sur ça parce que dans les trajectoires d'impact, on fait pas que des bonnes rencontres. Ok. Très bien. Alors, peut-être une dernière question avant de passer aux questions de la salle, s'il y en a. Comment est-ce que concrètement, quels seraient vos conseils pour démarrer et mettre en place une gouvernance au début de l'aventure entrepreneuriale? Par quoi commencer en fait, pour être très concret? Jean-Luc, tu veux? Moi, je dirais très tôt, au début de la boîte, arriver à trouver quelqu'un qui a même pas de titre, on peut l'appeler sparring partner, machin, truc. Et en fait, quelqu'un qui est pas forcément payé. Alors il y a pas de corrélation. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver, comme vous, porteur de projet, à se passionner pour quelque chose où il va y avoir une espèce d'adhésion de manière vraiment évidente, et puis petit à petit son rôle qui va peut-être être d'une rencontre par mois à 2 rencontres par mois. Cette rencontre, il va falloir la faire évoluer, et là peut-être que faudra le payer un peu de consulting parce que lui aussi il faut lui envoyer peut-être une contrepartie. On vit dans un monde transactionnel et tous les administrateurs indépendants n'ont pas besoin d'être payés ou n'ont pas envie, notamment au début quand la boîte n'a pas les moyens, et c'est une bonne manière de semer la graine et voir ce qu'elle va devenir. Mais par contre, en boucle avec ce que je disais tout à l'heure, si après la série seed, les compétences de la personne, elles se sont un peu érodées parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut aider au tout début, faut pas hésiter non plus à lui dire, écoute, on a fait tout ça et c'était super et c'est grâce aussi à toi qu'on est là, mais là, on va prendre un vrai, il faudra éviter le mot vrai, administrateur indépendant, parce que ça correspond à la prochaine étape de la boîte. Je crois qu'il y a beaucoup de franchise aussi à avoir, donc de la passion d'un côté pour se coller à un projet et de la franchise de l'autre côté sur le besoin contributif et sur l'interrelation qu'on va construire et qui va peut-être se terminer d'ailleurs. C'est très bien dit, je pense. Hein. Il a fait le tour là. Oui, alors moi c'est ce que je voulais dire aussi. Moi je dis toujours aux entreprises avec qui on échange d'avoir son Vincent, parce que moi ce bénévole là s'appelait Vincent. Nous on a arrêté pas parce qu'il était plus compétent, c'est que il partait à la retraite et il avait envie d'avoir un bateau et puis partir voguer sur tous les océans. Donc c'était pas mal aussi. Donc nous ça s'est bien trouvé dans ce moment-là, mais effectivement, enfin. Voilà, bon, retenez ça, avoir un Vincent. Peut-être qu'un jour vous allez rencontrer ce fameux Vincent, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis c'est tellement une étape qui est plus sereine pour appréhender. Je sais pas si vous appréhendez ou pas d'avoir un board, mais d'avoir ce petit avant avec quelqu'un qui est bénévole et effectivement qui est vraiment sur l'entreprise, c'est vraiment bien. Et il y a plein d'associations, il y a plein de personnes qui peuvent être bénévoles, qui sont soit dans des structures je sais pas, ADI ou Unitech ou peu importe, même s'ils doivent pas être parti pris, mais enfin je veux dire, vous pouvez trouver des personnes dans votre board assez facilement pour être bénévole dans un premier temps. Et effectivement, je pense que quand faut de l'ampleur, quand ça prend de l'ampleur, rien que pour que la personne soit toujours investie et reste avec vous, à un moment donné aussi, il faut une carotte parce que potentiellement ils ont aussi d'autres choses à faire. Et puis encore une fois la communication la communication, ça passe aussi, et je te rejoins entièrement. Je pense que pour ça, alors pour le coup on est vraiment raccord tous les trois, mais la communication dans le choix, c'est-à-dire que quand vous allez rencontrer des investisseurs, il y a beaucoup d'humains.
soyez vous-même et posez des questions. Si vraiment c'est bah oui, mais moi là mes KPI, moi c'est ça, je veux vraiment une réponse honnête. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord en fait. Et tout le monde y gagnera son temps parce que si au début c'était pas clair et en fait vous vous êtes pas rencontrés sur les bonnes sur les bonnes valeurs, sur les bons principes ou ce qui comptait vraiment pour vous. Allez vous taper après les CS tous les mois ou tous les mois et demi alors qu'en fait vous n'avez pas forcément envie de vous voir et que vous n'êtes pas d'accord sur le fond, faut tenir 5 ans, enfin minimum en moyenne ou plus. Donc c'est vraiment important. Et pour le Vincent en question, je vois Vincent Bost en plus en face de moi, c'est très curieux. Et pour le Vincent en question, Vincent, il est là au début, il est passionné, machin, mais c'est pas pour ça qu'il est forcément sympa et toujours sympa. Et Vincent, il faut qu'il soit abrasif aussi, parce que un board member, c'est là pour être exigeant, c'est là pour être bienveillant, mais c'est ça, exigence sans bienveillance, c'est de la complaisance. Et donc Vincent, faut qu'il vous gratte un peu aussi. Faut qu'ils vous disent, dis donc, là, tu te la racontes un peu avec le chiffre d'affaires du mois M+6 parce que on est incapable de le faire, on est d'accord? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut pas prendre quelqu'un forcément qui nous mette que dans nos moments qui sont cool. Ah ouais, il me rassure, machin, parce qu'on est pétri de doute à ce moment-là. Mais aller chercher un peu de contradiction et un peu d'abrasion, c'est aussi pas mal parce que ça prépare à l'abrasion future. Ouais, et je te regarde pas, on dit pardon. mais surtout pour ta question, quand on est 3 associés, et là je suis entièrement d'accord avec toi, parce que quand on est entre 3 associés, on a tous les 3 l'entreprise, on a tous les 3 le savoir, c'est tous les 3 notre bébé. Et alors quand on doit se dire des trucs entre nous, ça peut vite partir en cacahuète ou on peut se braquer, etc. Parce que c'est nos bébés, et on est tous les 3. Par contre, quand le message vient d'une tierce personne qui est bénévole, qui est là pour l'entreprise, etc., le message que ton associé aurait pu te faire passer va pas passer. Le message exactement le même de la personne tierce, elle passera complètement. Et là, tu dis, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu comme ça, il faudrait que je le fasse. Ce qui est très frustrant dans la relation d'associé, parce que tu dis, oui, c'est ce que je te disais, mais c'est 10 fois mieux pour l'entreprise. Merci beaucoup. Ah pardon. Non, juste pour continuer sur le fameux Vincent, je pense qu'à tous les cycles de vie, qu'il ait changé ou qu'il ait pas changé tout au long du cycle de vie, il a un rôle au tout début de préparation du board pour aider justement, si c'est anxiogène, de se retrouver avec des investisseurs. Et puis plus tard, quand il est plus professionnel, peut-être que c'est quelqu'un d'autre ou pas, il va aussi jouer un rôle de préparation sur la qualité de l'information. On en a énormément parlé, la densité, le contenu, la priorisation des informations et des décisions à prendre, puisque plus l'entreprise grandit, plus les décisions à prendre peuvent être clés stratégiques. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir cadrer, à la fois de challenger, mais aussi il apporte un rôle de professionnalisation du board et de cadrage qui est incontournable. Super. Alors avant de se quitter, on va vous demander si vous avez des questions. Alors il y a une question. Bonjour à tous, c'est Eric Delcoteau. Merci pour l'ensemble de ces témoignages. J'avais une question pour relancer sur la diversité, parce qu'on a parlé homme-femme. Okay. Mais qu'en est-il sur le multiculturel, sur l'origine, sur l'ethnique, justement, pour avoir une vision différente? Parce que très souvent, on tourne sur ce qu'on sait très bien faire, même si on reste franco-français, ça a été un peu abordé. Et donc, j'aimerais savoir s'il y a une expérience ou s'il y a une volonté, ou si vous y croyez ou pas, d'ailleurs. Alors, moi, j'y crois à fond. Nous, ça a encore un peu plus d'impact parce que vu qu'on est dans les prestataires ou dans nos sous-traitants, côté diversité dans les structures d'insertion ou dans les personnes en insertion, parce que c'est pas forcément que des personnes en situation de handicap, c'est des personnes qui sont immigrées, qui parlent pas bien français, etc. Donc on a vraiment tout type de profil. C'est très très intéressant pour nous. Et on a eu une problématique, on dirait que ça fait un peu comme les RH, discrimination positive, mais on a essayé justement de trouver des personnes du coup qui soient aux antipodes de nous, mais pas que sur effectivement le secteur industriel, mais aussi sur la culture, enfin voilà, qui a fait l'étranger ou peu importe. Et ben on a eu du mal. Et en fin de compte, après le board s'est constitué, et puis une fois que c'est constitué, tu passes à autre chose, etc. Et c'est compliqué. Mais ça a été vraiment une volonté. Et même, j'ai envie de dire, au-delà du board, même dans nos recrutements aujourd'hui, on n'y arrive pas assez bien. Alors que pourtant, nous, en plus, avec un agrément ESUS, on devrait être irréprochable et on a du mal. Mais c'est
hyper enrichissant. Et il y a une belle start-up aussi à Bordeaux qui se développe, qui fait de l'électricité pour et je suis désolée, je sais plus son nom, mais je vous le retrouverai, qui fait de l'électricité surtout pour les pays d'Afrique, pour amener de l'électricité dans Moon, mais bien sûr, exactement, Moon. Thomas Samuel. Ah, exactement. Qui est une magnifique boîte et justement, eux, côté diversité, ils ont vraiment un panel énorme et c'est hyper inspirant. La boîte va vite et je pense fortement, pour en avoir parlé aussi avec lui, que forcément ça joue aussi avec la multiculturalité qui est là autour de lui. Super. Autre question? Non. Eh ben, il est 16h00. Donc merci beaucoup. Merci. Et à l'année prochaine.